sans doute un tout petit peu plus le gouvernement de Le Cornu. Mathieu et Joseph. Mathieu. Plusieurs points. Déjà sur les Républicains, si on regarde un petit peu l'équation, pour les Républicains, leur enjeu de toute façon, comme vous avez dit tout à l'heure, la droite se déchire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a eu une campagne pour la présidence du parti LR avec 2 lignes sur la stratégie politique, puisque sur le fond, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont d'accord sur les questions de lutte contre les dérives de l'assistanat, sur les questions migratoires, etc. Et c'est la ligne de Bruno Retailleau, donc c'est-à-dire participer au gouvernement pour cranter des sujets qu'il a emporté largement auprès des adhérents. Oui, mais ça a été une question importante. Oui, mais là, on voit aujourd'hui que Laurent Wauquiez amène une ligne, une tonalité qui est différente, mais d'ailleurs, il s'est rangé derrière la position de Bruno Retailleau aujourd'hui, et surtout, la position de Bruno Retailleau et donc celle des Républicains a été à 90% celle de poursuivre la participation au gouvernement. Pourquoi cela ? On peut juger qu'effectivement, LR sera comptable d'une partie des échecs de ces gouvernements-là, mais il y a aussi un autre point qu'il faut donner, c'est que, déjà, les électeurs des Républicains voulaient un parti qui soit au gouvernement et qui puisse justement pouvoir mettre en place des idées de droite et des projets de droite dans un pays qui pense de plus en plus à droite. Et puis surtout, il y avait un autre enjeu pour les Républicains, c'était de réexister dans le paysage politique, alors qu'ils ont été, notamment depuis 2022, balayés avec l'élection présidentielle et le score de Valérie Pécresse. Donc, l'un dans l'autre, cette participation de LR se comprend. Et puis il y avait un troisième objectif, et je terminerai dessus, c'était d'éviter que la gauche soit au pouvoir, parce qu'en fait, et soit amenée à Matignon, parce que si LR retire son soutien à ce qu'on appelle aujourd'hui le socle commun, vous retirez 50 députés aux 220, ça fait 170, et arithmétiquement, le bloc central a moins de députés que la gauche du NFP. Et donc on se retrouve avec Monsieur Faure, Monsieur Glucksmann ou Madame Tondelier ou Madame Lucie Castet. Matignon, je ne suis pas sûr que dans un pays qui vote majoritairement à droite, les gens aient envie de ça. Donc au moins les Républicains empêchent ça. Après, est-ce que ça permettra de résoudre tous les problèmes ? De toute façon, non, on attendra 2027. Joseph, je ne vous ai pas donné dernier mot, ultime mot, mon cher... En quelques mots, la problématique migratoire est finalement assez simple. Le problème déjà, c'est politique, c'est ceux qui veulent plus d'immigration à chaque fois ne sont jamais ceux qui en subissent les conséquences. Vous l'avez vu, c'est pas à Gravelines qu'on vote pour Madame Hidalgo, etc., pour des gens qui aujourd'hui demandent à ce qu'on accueille plus de migrants. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, les Français, par l'intermédiaire soit du référendum, soit par l'intermédiaire de leurs représentants, ne décident pas de qui rentre sur le pays. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez aujourd'hui les 400 000 à peu près entrées légales en France, il y en a la moitié qui sont soit du droit d'asile, soit du regroupement familial. Donc 2 procédures juridiques. Donc ça veut dire que ce sont des juges qui décident ou les migrants eux-mêmes. Deuxième problème. Et troisième problème ensuite après, c'est qu'on n'arrive pas à expulser les gens qui devraient être expulsés. Voilà. Ou Joseph, on marche un peu sur la tête. En fait, c'est open bar, j'allais dire, chez nous en France. Tout à fait. Tout à l'heure, je vous disais que la moitié de l'immigration aujourd'hui n'est pas décidée par les Français. Pourquoi ? Parce que vous avez, et par leurs représentants politiques au Parlement, parce que vous avez la filière asile et la filière regroupement familial, qui sont deux notions qui dépendent exclusivement du système juridique et donc des juges. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les politiques n'ont pas la main sur ça. Vous rajoutez en fait, donc ça fait 200 000 personnes sur 400 000. Les 200 autres 1000 personnes qui rentrent dans notre pays chaque année, c'est 190 000, c'est l'immigration étudiante. En réalité, aujourd'hui, le vrai problème de la France, c'est qu'il n'y a plus d'immigration de travail. C'est ça le problème. Joseph, le mot de la... Vincent, mais d'autant plus qu'on est sur une manifestation, une marche qui est résolument pour quelque chose et pas contre quelque chose. C'est pour la vie, pour la libération des otages, pour justement une certaine vision de ce qu'est l'humanité au sens le plus large possible. Et c'est pour cela que c'est une réussite. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui l'inverse, donc les manifestations pour la Palestine sont toujours contre Israël, sont toujours contre l'Occident, contre la France, contre l'Union européenne parfois, etc., avec des slogans contre. Et à chaque fois, il faut du coup s'interroger, notamment pour les personnes qui organisent des manifestations pour la Palestine, pourquoi une manifestation pour la Palestine, on pourrait tout à fait imaginer que ça puisse avoir lieu dans de bonnes conditions, à chaque fois, ça se passe toujours mal. À chaque fois, il y a des problématiques d'ordre sécuritaire. Vous avez des manifestations à Paris sur divers sujets liés relatifs au monde et aux conflits, sur le Darfour, sur le Nord Kivu au Congo, etc., ou sur même les Ouïghours, et ça se passe généralement plutôt bien. Il n'y a qu'à chaque fois que c'est pour la Palestine que ça se passe mal. Et donc, on voit bien aujourd'hui que sur le conflit au Proche-Orient, on parle souvent d'importation du conflit au Proche-Orient dans notre pays, on voit bien que quand on a une marche qui est pour la vie, pour Israël,
pour quelque chose de positif, alors effectivement ça se passe bien. Joseph, je vous donne la parole, mais priorité également au témoignage. Écoutez, Ruth. Puisqu'ils qualifient, comme l'a dit Joseph, d'une certaine manière, dans leur vision des choses, le Hamas comme un mouvement de résistance, mais surtout c'est que Manon Aubry pose une question, elle pose la question, comment vous voulez faire un État de Palestine? Mais en fait la réalité c'est qu'elle apporte déjà aucune réponse à cela, et surtout deux, et je rejoins ce qu'avait dit monsieur l'ambassadeur, elle ne comprend pas la situation géopolitique de la région. Aujourd'hui vous avez 148 pays à l'Assemblée générale de l'ONU qui reconnaissent un État de Palestine. 148 sur 193. Donc c'est-à-dire que vous avez 75% des pays du monde qui reconnaissent un État de Palestine. Donc on devrait se dire 75%, l'État de Palestine devrait exister. Or, l'État de Palestine n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez créer un État de Palestine, il faut qu'il soit reconnu par uniquement 2 pays, pas 148, pas 150, pas 190, par Israël et les États-Unis. Donc si vous voulez arriver à un État de Palestine, vous devez proposer, et c'est pour ça que le plan de Trump a des chances de succès, un plan qui va permettre de créer un État de Palestine, donc une souveraineté palestinienne, mais qui soit acceptable pour les États-Unis et pour Israël. Parce que tant qu'aujourd'hui, Israël et les États-Unis ne sont pas d'accord avec l'idée de reconnaître un État de Palestine, désolé Manon Aubry, il n'y aura pas d'État de Palestine. Donc la position de la France insoumise conduira à ce qu'il n'y ait jamais d'État de Palestine, quoi qu'il arrive. Et j'évoquais, Judith... Donald Trump l'a répété, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Ouais. C'est pour ça qu'il est grand temps que le Hamas libère tous les otages, effectivement, d'une traite. D'une part, les otages captifs israéliens et les binationaux qui restent, qui sont dans leurs cellules prisonniers à Gaza, parce que c'est un devoir d'humanité, parce que sinon la guerre continuera et ce sera bien normal, et il faut que l'Occident soutienne Israël dans cette lutte-là, mais également qu'il libère d'une certaine façon les otages de Gaza, qui sont la population de Gaza, qu'ils prennent en otage parce que c'est leur stratégie de guerre et qui donc utilisent la population gazaoui à des fins de mobilisation des opinions publiques internationales et notamment dans les pays arabes ou dans les pays occidentaux pour justement que les gens se détachent de plus en plus d'Israël. Or, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Et donc, effectivement, il est temps, quand on regarde ces 2 ans de cauchemar à la lecture, on va dire, de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023, il est temps que le Hamas, ça suffit maintenant, le Hamas doit libérer tous les otages, qui soient donc les otages israéliens, mais également la population palestinienne qui est prise en otage dans leur stratégie mortifère. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment. On va suivre.